Personne n'oublia ce qui se produisit cette nuit-là. La duchesse douairière n'éleva pas la voix, pourtant un seul de ses regards suffit pour que tout le salon se retourne contre la jeune femme. Ce n'est pas un lieu pour quelqu'un comme vous. Et devant tous les invités, Éléonore fut chassée du bal humilié, seule privée de la moindre possibilité de se défendre. Ce que personne n'avait prévu, c'était qu'au milieu de ce silence, le seul homme à se lever serait le duc lui-même, le propre fils de celle qui venait de la condamner. Il l'ignorait encore, mais ce geste allait tout changer. Pour comprendre comment tout avait commencé, il fallait revenir à un matin d'hiver où, dans le nord de la France, le brouillard arrivait avant le soleil. Il enveloppait les tours du château de Clerval comme un voile de lin gris, effaçait les contours du jardin et transformait les vieux chênes en silhouettes oubliées au bord d'un rêve. Les cochers qui franchissaient les grilles de fer lors de ces matinées glacées savaient que la propriété était trop vaste pour un seul homme et trop silencieuse pour mériter le nom de foyer. Éléonore de Valmont arriva par l'une de ces matinées. Elle descendit d'une voiture de louage avec une petite malle et la posture de quelqu'un qui avait appris très tôt que la dignité n'avait pas besoin de fortune pour demeurer droite. Elle avait 24 ans, les cheveux sombres retenus par un simple ruban et des yeux qui observaient chaque chose avec une attention dérangeante pour ceux qui n'avaient pas l'habitude d'être réellement vus. Sa robe de laine sombre n'avait ni broderie ni ornement. Elle était propre, sobre et honnête à son image. Éléonore venait d'entrer au service de la maison, et le château de Clerval lui paraissait encore étranger. L'intendante, une femme d'âge mûr, nommée Berthe Lenoir, la reçut près de l'entrée de service avec une raideur presque militaire. Mademoiselle de Valmont demanda-t-elle davantage pour confirmer que pour s'informer. Elle-même, répondit Éléonore sans baisser les yeux. Son Altesse la duchesse douairière exige avant tout ponctualité et discrétion. Vous serez sa dame de compagnie pendant la saison. Vos fonctions comprendront la lecture, la correspondance et l'accompagnement dans les salons. Mais ce que vous ne devez jamais faire, Berthe baissa la voix comme si les murs pouvaient écouter ce qui était probablement le cas, c'est oublier votre place. Éléonore ne répondit pas. Elle esquissa seulement ce sourire léger qui ne demandait la permission à personne puis suivit l'intendante à travers les couloirs de pierre. Elle connaissait ce genre d'avertissement. Elle l'avait entendu dans chacune des maisons où elle avait servi pendant les 3 dernières années, depuis la mort de son père qui avait emporté avec lui les terres, le nom respecté de la famille et toute illusion selon laquelle le monde récompensait les hommes honnêtes. Étienne de Valmont avait été un homme, juste un administrateur prudent, un père présent. Il était pourtant mort couvert de dettes, ses domaines hypothéqués, et son nom réduit à un beau souvenir que personne n'était disposé à défendre. Éléonore ne pleurait plus cette perte. Elle avait assez pleuré durant la première année. Désormais, elle portait le deuil non dans son cœur, mais dans sa colonne vertébrale droite ferme, impossible à courber. Cependant, quelque chose n'allait pas dans cette demeure. Elle ne le savait pas encore, mais elle finirait par le découvrir. La duchesse douairière de Clerval était le genre de femme qui remplissait une pièce sans avoir à hausser la voix. Âgée de 55 ans, les cheveux grisonnants coiffés avec une précision martiale, elle possédait une élégance qui n'avait rien de gracieux et tout de la discipline. Assise dans son fauteuil favori près de la cheminée du salon bleu, elle accueillit Éléonore d'un regard capable de peser, mesurer et classer une personne en quelques secondes. « Asseyez-vous », dit-elle en désignant un petit siège. « J'ai lu vos références. Elles sont convenables. Vous me ferez la lecture chaque matin après le café. Le mardi, vous m'assisterez pour la correspondance. Les jours de visite, vous resterez au fond du salon et ne répondrez que si l'on s'adresse directement à vous. Est-ce compris ? Parfaitement, madame la duchesse. La duchesse l'examina un instant de plus qu'il n'était nécessaire. Vous êtes bien jeune pour avoir servi dans autant de maisons. Éléonore ne détourna pas les yeux. Je sais m'adapter, madame la duchesse. Un silence suivit. La duchesse referma son éventail. Vous adapter, répéta-t-elle comme si elle goûtait le mot. Nous verrons cela. Ce qu'elle ne dit pas, mais qu'Éléonore comprit dès cette première rencontre, c'était que la duchesse se méfiait de tout ce qu'elle ne pouvait pas contrôler entièrement. Et quelque chose dans la tranquillité d'Éléonore de Valmont, dans la franchise de son regard, échappait encore à la définition. Or, ce qui ne peut être défini ne peut être gouverné. Charles de Montfaucon, duc de Clerval, apparut le 3e jour.
Éléonore le vit d'abord depuis la fenêtre de la bibliothèque, où elle classait les volumes de botanique que la duchesse lui avait demandé de répertorier. Il arriva à cheval sans annonce ni cérémonie, comme un homme revenant dans un lieu qu'il n'avait pas choisi, mais qu'il ne parvenait pas davantage à abandonner. Ses 32 années lui avaient donné la posture de ceux qui portent des responsabilités, qu'ils n'ont jamais désiré les épaules légèrement inclinées vers l'avant, non par faiblesse, mais par habitude de baisser la tête dans les passages étroits et les situations difficiles. Pendant ses premières semaines à Clerval-Éléonore avait appris le rythme de la maison, pourtant rien ne l'avait préparé à cette présence. Il était sérieux. Elle le comprit avant même de l'observer de près. Sa façon de descendre de cheval puis de marcher vers le perron, les yeux fixés au sol, semblait dire que cet homme pensait trop et ressentait bien davantage qu'il ne le montrait. Éléonore retourna vers ses livres. Cela ne la concernait pas, du moins le croyait-elle. Mais quelque chose avait déjà changé, même si elle ne le comprenait pas encore. Jamais dans ce château, personne ne l'avait regardée sans évaluer ce qu'elle valait. Leur première rencontre eut lieu le même après-midi. Éléonore se trouvait dans la bibliothèque, un volume ouvert, devant elle, lorsque la porte s'ouvrit sans avertissement. Le duc s'immobilisa sur le seuil, légèrement surpris de ne pas être seul. « Je vous demande pardon, dit-il. J'ignorais que quelqu'un travaillait ici. »« C'est moi qui dois m'excuser, monseigneur, » répondit Éléonore en se levant. « Madame la duchesse m'a chargée de cataloguer les ouvrages de botanique. Si vous préférez que je revienne plus tard… » Non. Il entra, et il y avait dans ce mot une fermeté qui ne relevait pas de la rudesse, mais de l'habitude d'être obéie. Continuez. Éléonore continua, ou du moins essaya. Il lui était difficile de se concentrer avec sa présence à l'autre bout de la pièce. Charles se dirigea vers l'étagère du fond et chercha un ouvrage avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait chaque livre par son emplacement. Au même instant, tous deux tendirent la main vers le même volume. Leurs doigts se frôlèrent. Une seconde seulement. Éléonore retira la main comme si elle avait touché une flamme. « Est-ce celui que vous cherchiez » demanda-t-il. « Non, monseigneur. J'ai besoin de celui qui se trouve à côté. » Il regarda l'ouvrage qu'elle désignait, puis la regarda elle-même, et pour la première fois la vit véritablement. Il ne la classa pas comme sa mère l'avait fait. Il l'observa avec cette attention si rare chez les hommes habitués à ne jamais devoir en accorder. « Charles, dit-il en lui tendant le livre. Mon nom est Charles. Quand personne ne nous entend, le protocole devient épuisant. » Éléonore prit le volume. « Comme il vous plaira, » répondit-elle avec prudence. Il faillit sourire. Elle ne le vit pas, car elle s'était déjà replongée dans son travail. Mais Baptiste, le vieux valet fidèle, qui passait dans le couloir et jeta un regard par la porte entr'ouverte, le vit parfaitement. Après 20 années, au service du duc Baptiste, enregistra silencieusement ce détail dans sa mémoire infaillible. Au fil des semaines, cette première impression ne s'effaça pas. Tout autour d'Éléonore commença à changer, alors même que rien ne changeait ouvertement. Le château avait cessé de lui être inconnu, mais il ne lui appartenait pas davantage. La distance imposée par la duchesse fut subtile comme tout ce qu'elle faisait. Elle commença par modifier les horaires, afin qu'Éléonore ne soit plus présente au petit déjeuner lorsque Charles avait l'habitude de passer. Puis vint les tâches dans les pièces les plus éloignées de la demeure, l'inventaire des garde-robes, le classement d'anciennes lettres, la vérification des registres de comptes. Chacune était légitime, aucune n'était humiliante en elle-même, mais ensemble elles formaient une séparation soigneusement construite. Éléonore s'en aperçut. Elle n'était pas naïve. Pourtant voir ne signifiait pas réagir. Elle accomplit chaque tâche avec le même soin, sans se plaindre, refusant d'offrir à la duchesse le plaisir d'une résistance que l'on pourrait punir. C'était que le manque puisse naître entre deux êtres qui se connaissaient à peine. Que 5 conversations sincères dans une bibliothèque puissent peser davantage que des mois de silence. Les leurs avaient été honnêtes, et cette honnêteté si rare à Clerval suffisait à laisser une trace. Elle l'ignorait encore, mais quelqu'un dans cette maison s'était placé de son côté. Leur rencontre s'était répétée pendant plusieurs semaines discrètes, sans nom et sans promesse. Ce fut Baptiste qui brisa l'isolement. Un mercredi après-midi, alors qu'Éléonore revenait des archives, les bras chargés de dossiers, il apparut au croisement de 2 couloirs avec un plateau de thé. « Mademoiselle paraît fatiguée », remarqua-t-il avec le naturel de quelqu'un qui parle du temps. « Je vais bien, Baptiste, merci. » Au bout de ce corridor,
se trouve une fenêtre donnant sur le jardin d'hiver. À cette heure-ci, elle reçoit le dernier soleil de la journée. On raconte que cela repose les yeux fatigués par trop de documents. Éléonore le regarda. Baptiste soutint son regard avec cette innocence professionnelle qu'il perfectionnait depuis des décennies. « Merci du conseil », dit-elle avant de prendre la direction indiquée. Le jardin d'hiver était une construction de fer et de verre adossée à l'aile orientale du château. Il y régnait un silence plus vivant que dans le reste de la demeure, chargé de l'odeur de la terre humide et du bruissement des feuilles. Charles se tenait près d'une table, examinant la tige d'une orchidée avec l'attention qu'il réservait aux choses qui comptaient véritablement pour lui. Il releva les yeux, en entendant la porte. « Entrez », dit-il simplement. Elle entra et resta à une distance convenable. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. C'était un silence confortable, chose étrange entre deux personnes qui se connaissaient si peu. Mais il existait entre eux une reconnaissance mutuelle, la sensation que l'autre était réel dans un monde fait d'apparence. « Vous connaissez les plantes ?» demanda-t-il. « Un peu. Mon père avait un petit jardin. Il aimait les herbes médicinales. Il est mort il y a 3 ans. » Une brève pause. Charles posa les mains sur le bord de la table. « Je suis désolé. » Un autre silence suivit celui qui naît, lorsque deux êtres comprennent que chacun porte une perte semblable. Aucun ne le formula, mais tous deux le surent. « Cette orchidée était presque morte quand je suis revenu, » expliqua Charles. Ses racines pourrissaient à force d'être trop arrosées. Une tendresse discrète traversait sa voix lorsqu'il parlait de la plante, la tendresse de ceux qui prennent soin de ce que d'autres ont négligé. Trop d'attention peut faire autant de mal que l'abandon. Éléonore regarda la fleur, puis le duc. Elle survivra. Elle survit déjà. Parfois, il suffit de retirer ce qui étouffe. Elle ne savait plus s'il parlait encore de l'orchidée, mais elle ne posa pas la question. Cela n'aurait pas dû se produire, et pourtant cela se produisait. L'hiver avançait, et quelque chose entre eux avançait également. Ce soir-là, le château reçut plusieurs visiteurs, 3 familles de la noblesse picarde, la vaisselle des grandes occasions, les candélabres de cire blanche et le collier d'émeraude que la duchesse ne portait que lorsqu'elle souhaitait impressionner des gens qui ne l'étaient pas encore. Parmi les invités figurait Rosalie de Villeneuve, fille d'un marquis âgé de 20 et 1 ans, avec l'expression légèrement lasse de celle que l'on a préparée à paraître intéressante sans leur avoir appris à le devenir. Éléonore remplit sa fonction au fond du salon. Elle regarda la duchesse diriger la conversation comme un chef d'orchestre et vit les regards adressés à son fils porteur d'un message que Charles et elle semblaient être les seuls à déchiffrer. « Regarde-la, Charles. Regarde ce que j'ai préparé pour toi. » Charles regarda et sourit quand on attendit de lui qu'il sourit. 2 fois seulement, ses yeux croisèrent ceux d'Éléonore au fond de la pièce. La première fois pouvait être un hasard. La seconde, elle n'en fut pas certaine. Lorsque les invités furent partis, Éléonore montait l'escalier lorsqu'elle rencontra Baptiste descendant avec un plateau. « Comment s'est passée la soirée ?» demanda-t-il. « Fort agréablement. Mademoiselle de Villeneuve est une jeune femme tout à fait convenable. Madame la duchesse la connaît depuis son enfance. » Baptiste s'arrêta sur une marche. Certaines choses semblent inévitables, uniquement parce que quelqu'un a beaucoup travaillé pour leur donner cette apparence. Et d'autres sont réellement inévitables. On les distingue aisément lorsqu'on sait où regarder. Éléonore se tourna vers lui. « Pourquoi me dites-vous cela, Baptiste ?» Le vieux serviteur considéra la question avec un sérieux sincère. « Parce que je sers cet homme depuis 20 ans, » répondit-il enfin. « Et pendant ces années, j'ai appris à reconnaître le moment où quelque chose de précieux risque d'être sacrifié pour quelque chose de simplement commode. » Il s'inclina légèrement. « Bonne nuit. » « Mademoiselle. » Puis il descendit les dernières marches, laissant Éléonore immobile, une bougie à la main et le cœur rempli de questions auxquelles elle n'était pas prête à répondre. L'indifférence désormais appartenait au passé. Quelque chose avait changé entre eux sans que personne ne l'ait nommé. Dans les jours suivants, tandis que l'hiver s'installait définitivement sur Clerval, la première neige arriva. Éléonore se tenait près d'une fenêtre du corridor lorsque les premiers flocons tombèrent lents et indifférents. Il y avait dans la neige quelque chose de mélancolique et de beau lorsqu'elle recouvrait des lieux déjà silencieux. Elle ne les transformait pas, elle approfondissait seulement ce qui s'y trouvait. Des pas retentirent derrière elle.
Charles s'arrêta à ses côtés et regarda le jardin par la même fenêtre. Longtemps, aucun des deux ne parla. La neige tombait. « Quelque chose vous manque, dit-il enfin. Ce n'était pas une question. Beaucoup de choses, répondit-elle doucement. Mon père, notre maison, la certitude qu'il existait quelque part un endroit qui m'appartenait même s'il était modeste. Charles ne répondit pas immédiatement. Avant de s'éloigner, il accomplit pourtant un geste minuscule, et immense à la fois, il retira le manteau brodé posé sur ses épaules et le déposa sur celle d'Éléonore sans emphase, comme s'il s'agissait de l'acte le plus naturel du monde. Elle sentit le poids chaud de l'étoffe. Elle ne dit rien, lui non plus. La neige continua de tomber indifférente, tandis qu'ils demeuraient encore quelques minutes côte à côte séparés par le protocole et liés par un silence qui avait déjà exprimé tout ce qu'ils n'avaient pas encore le droit de prononcer. Jusqu'alors la distance avait été imposée, mais le silence avait parlé davantage que n'importe quelle parole. Ce fut alors que l'absence commença à faire mal. La broche arriva un jeudi matin. Baptiste frappa à la porte avec la discrétion de celui qui transporte un objet que d'autres yeux ne doivent pas voir, puis tendit à Éléonore un petit paquet de tissu sombre noué d'un fil de lin. De la part de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'expliquer ce qu'il ressent mais qui trouve parfois d'autres moyens, elle appartenait à la grand-mère du duc. C'était une femme d'un caractère remarquable. Monsieur le duc a gardé cette broche pendant des années sans savoir à qui la confier. Jusqu'à présent. Éléonore déplia l'étoffe avec précaution. La broche était en argent petite façonnée comme une branche portant 3 feuilles délicatement travaillées. Elle n'avait ni pierre ni éclat tapageur. C'était le genre de bijou dont la beauté ne criait pas mais se révélait davantage à chaque regard. Éléonore referma les doigts autour de l'objet. Elle sentit dans sa paume le froid de l'argent, ce poids particulier des choses chargées d'histoire, et comprit qu'elle éprouvait une sensation oubliée depuis longtemps, celle d'être vue. Non pas comme dame de compagnie, ni comme fille d'un gentilhomme ruiné, mais comme Éléonore simplement. « Remerciez-le, dit-elle. Charles était parti inspecter les terres du Nord et ne reviendrait pas avant une semaine. Éléonore rangea la broche au fond de sa malle et tenta de ne pas trop penser à lui. Elle essaya vraiment, mais quelque chose en elle ne retrouvait plus sa place, et elle le savait. C'est alors que l'ordre imposé par la duchesse commença à se fissurer. Il ne fut pas difficile de comprendre à quel moment celle-ci découvrit le cadeau. Berthet intercepta Éléonore dans le couloir avec une expression trop chargée pour être fortuite. « Madame la duchesse désire vous voir immédiatement. » La duchesse se tenait debout près de la fenêtre du salon bleu, ce qui était déjà inhabituel. Dans sa main droite, elle tenait la broche d'argent. 3 domestiques étaient présentes. Elle s'était assurée d'avoir des témoins. Ainsi donc, déclara la duchesse d'une voix faite de glace polie peu, être mademoiselle de Valmont, pourra-t-elle nous expliquer comment cet objet est arrivé en sa possession? Éléonore ne baissa pas les yeux. C'était un cadeau, madame la duchesse. Cette broche, reprit la duchesse en la levant, afin que les servantes la voient clairement, appartenait à ma belle-mère, l'ancienne duchesse de Clerval. Elle fait partie du patrimoine de cette famille depuis 60 ans. Sa voix se durcit à peine juste assez pour couper, sans donner l'impression d'avoir porté un coup. Et je l'ai trouvée dans la chambre de cette femme. Le silence qui suivit était de ceux que les grandes maisons cultivent pour les moments de cruauté. Lourd accusateur destiné à servir de témoignage. Éléonore sentit les regards des domestiques sur elle. Le jugement avait été rendu avant qu'elle ne prononce un mot, car l'humiliation publique soigneusement préparée fonctionne ainsi, la conclusion existe avant la défense. « Je n'ai rien volé, dit-elle. Sa voix n'était ni forte ni tremblante. Elle était ferme. C'est ce que vous affirmez. Mais l'objet était dans votre malle. Parce qu'une personne de cette maison me l'a offert. À son retour, elle le confirmera. La duchesse posa la broche sur une table d'un geste précis, comme on ferme un dossier. En attendant, mademoiselle de Valmont restera confinée à ses appartements et n'accomplira que les tâches que je lui confierai personnellement. Par précaution, Éléonore quitta le salon la tête haute. Ce ne fut qu'une fois seule dans le corridor qu'elle permit à ses mains de trembler. À compter de cet instant, la manière dont la maison la traitait changea. Après des mois passés au château,
Elle avait appris à survivre dans le silence, mais cette solitude était différente. La semaine qui suivit parut interminable. Reléguée aux tâches les plus insignifiantes, elle voyait les servantes détourner les yeux à son passage. Quant à la duchesse, lorsqu'elles se croisaient, elle regardait au-delà d'Éléonore comme si la jeune femme appartenait au mobilier. Éléonore connaissait cette punition la plus raffinée que l'aristocratie sache infliger. Non pas la violence, mais l'invisibilité, la façon de convaincre une personne qu'elle n'existe plus. Baptiste demeura l'unique exception. Il la saluait avec la même formalité qu'auparavant. Parfois, une tasse de thé chaud apparaissait près de sa porte, sans explication. Un après-midi, il lui apporta un ouvrage sur les jardins botaniques qu'elle n'avait pas demandé. « Pour occuper le temps », dit-il. Lorsqu'elle l'ouvrit, Éléonore découvrit entre les pages une feuille d'orchidée séchée pressée avec soin, provenant de celle qui poussait dans la verrière orientale. Cela suffisait. Il ne l'avait pas oubliée, et elle le comprit, parce que seules les personnes capables de se souvenir ainsi savent attendre l'instant juste. Puis lorsque l'attente fut presque devenue insupportable, Charles revint. Il arriva un dimanche après-midi, gris les bottes couvertes de boue, et portant la fatigue honnête de celui qui a passé plusieurs jours à cheval. Baptiste l'aborda dès son entrée. Leur conversation fut brève. Une demi-heure plus tard, tandis qu'Éléonore rangeait des livres dans le corridor nord, elle entendit des pas qu'elle reconnut. Éléonore. C'était la première fois qu'il prononçait son prénom sans formule de politesse. Elle se retourna. « Ce que ma mère vous a fait subir est injuste, » dit-il sans préambule. « La broche était à moi, et j'avais le droit de vous la donner. Vous ne devez rien à personne dans cette maison hormis le travail pour lequel vous êtes rémunéré. Votre mère croit protéger ce qui lui appartient, » répondit Éléonore avec une sérénité qui la surprit elle-même. « Ma mère croit que ce qui m'appartient inclut mes décisions. C'est là qu'elle se trompe. Je vais réparer cela. Ce n'est pas nécessaire. » Si. Sa douceur n'affaiblissait en rien sa fermeté. « Vous n'avez pas à défendre ce que vous n'avez pas mal fait, Éléonore. Vous avez porté trop longtemps la responsabilité des fautes des autres. Plus maintenant. » Elle se tut, non parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce que ces mots atteignirent un lieu qu'elle gardait fermé depuis des années, par prudence et par nécessité. Charles inclina légèrement la tête, geste à la fois protocolaire et promesse, puis se dirigea vers les appartements de sa mère. Éléonore resta près de l'étagère, une main posée sur le dos d'un livre, le cœur battant plus vite qu'à l'ordinaire. Pour la première fois, elle s'avoua qu'elle avait peur. Non pas de ce que la duchesse pouvait encore lui faire, mais de ce qu'elle-même commençait à ressentir. Plusieurs jours passèrent avant qu'il puisse à nouveau parler seul. La maison continua de respirer avec son ordre glacial, pourtant quelque chose entre eux ne redevint jamais ce qu'il avait été. Ils n'en parlèrent pas, mais tous deux savaient qu'après cette conversation, leur silence ne signifiait plus la distance. Ce fut alors que l'on annonça le grand bal. 10 jours plus tard, le château accueillerait les familles de 3 provinces avec orchestre souper officiel et une déclaration que la duchesse présenta seulement comme « d'une importance capitale pour l'avenir du duché ». Éléonore lut le billet 2 fois, le replia soigneusement et ressentit la clarté inconfortable des vérités que l'on ne veut pas connaître, mais que l'on connaît déjà. L'annonce avait un nom, et ce nom était Rosalie de Villeneuve. Ainsi arriva, sans que personne n'ose le dire ouvertement, la nuit qui allait tout bouleverser. Après tout ce qu'ils avaient vécu, tout ce qu'ils avaient eu, et retenu durant des mois, le moment préparé par la duchesse depuis le commencement approcha. Le soir du bal arriva avec un vent du nord et un ciel dégagé. Dès le crépuscule, les voitures commencèrent à se succéder sous le porche, déversant un cortège de fourrures, de chapeaux de bijoux et de parfums qui emplirent les couloirs du murmure particulier des grandes occasions. Éléonore revêtit ce qu'elle possédait de mieux, sa robe de laine sombre, toujours la même propre et soigneusement repassée. Elle ne portait aucun bijou. La duchesse avait conservé la broche. Devant le petit miroir de sa chambre, Éléonore contempla son reflet avec la sérénité pratique de celle qui sait que la dignité ne dépend pas des ornements. Puis elle descendit. Personne dans le grand salon n'imaginait ce qui allait suivre. Lorsque les portes furent ouvertes, tout était déjà disposé. La pièce avait été métamorphosée vaisselle, des réceptions solennelles aux candélabres d'argent allumés dans chaque angle orchestre, installés près des fenêtres orientales. Les familles invitées,
occupaient leur siège avec ce mélange de réserve et de curiosité propre aux réunions où chacun sait qu'un événement important se prépare sans que personne ne le dise encore. Rosalie était assise à la droite de la duchesse vêtue d'ivoire, calme comme quelqu'un que l'on avait dressé depuis longtemps pour cet instant. Charles se tenait près de la cheminée, une coupe à la main, les yeux fixés sur aucun point particulier. Éléonore prit sa place auprès de la deuxième colonne à droite et n'en bougea pas. Pendant la première heure, la soirée se déroula avec la précision que la duchesse savait imposer. La musique était douce, les conversations élégantes, et rien ne semblait quitter la trajectoire prévue. Puis, à mesure que la soirée avançait, la confiance des invités détendit les gestes et rendit les regards moins discrets. La duchesse s'approcha d'Éléonore. Elle le fit avec calme, sa coupe à la main, arborant un sourire destiné aux personnes qui les observaient de loin et non à celles qu'elle avait devant elle. « Ma chère, dit-elle assez fort, pour être entendue des dames voisines, je crains qu'une faute de protocole n'ait été commise ce soir. » Éléonore la regarda sans répondre. Une réception de cette importance poursuivit la duchesse, en parcourant du regard la robe sombre de la jeune femme, exige que les personnes accompagnant la famille se présentent d'une façon qui n'offense pas les invités. Je crains que votre tenue ne soit pas à la hauteur de la circonstance. Par respect pour nos hôtes, je vous demande de vous retirer. Le salon se tut. Ce n'était pas le silence d'une conversation interrompue, mais celui de dizaines de visages tournés vers le même point au même instant. Personne ne parla, personne ne la défendit. Et pour la première fois, Éléonore eut le sentiment de n'appartenir réellement à aucun endroit, tandis que chacun acceptait cette exclusion. Les dames les plus proches baissèrent les yeux. Certaines détournèrent légèrement la tête. Éléonore sentit sur elle le poids de chaque regard, de l'humiliation élégante, de la cruauté, déguisée en règle de bienséance, de la honte qui ne naît pas de sa propre faute, mais de la méchanceté d'autrui. Pendant une seconde, il sembla qu'elle accepterait l'affront sans répondre que personne ne ferait rien et que le monde continuerait à tourner exactement comme la duchesse l'avait décidé. Éléonore se préparait à prononcer quelques mots brefs et dignes, puis à sortir sans courir et sans se briser. Mais l'orchestre s'arrêta. Non pas à la fin d'un morceau, mais en plein milieu. Et lorsqu'il semblait certain que nul n'interviendrait, une chaise bougea. Charles traversa le salon avec le calme délibéré d'un homme qui a pris sa décision et n'éprouve plus aucun doute. Il ne regardait ni les invités, ni sa mère. Ses yeux étaient fixés sur Éléonore avec une expression qui était à la fois une excuse et une déclaration. Il s'arrêta entre les deux femmes. « Mère, dit-il d'une voix qui ne s'élevait pas, mais remplissait l'espace d'une autorité n'ayant nul besoin de volume, mademoiselle de Valmont se retira lorsqu'elle-même le décidera ou lorsque je le lui demanderai, pas avant. » La duchesse soutint son regard. « Charles, il existe des questions de protocole que... » « Je connais le protocole, » l'interrompit-il, avec une douceur plus dure que n'importe quel cri. « Et je sais également reconnaître le moment où l'on s'en sert comme d'une arme. » Personne ne bougea. Personne ne détourna les yeux. Charles se tourna vers Éléonore et, dans ce geste, par lequel il donna le dos à tout le salon, pour la regarder elle, il y avait quelque chose que chacun comprit avant même qu'une parole supplémentaire soit prononcée. « Est-ce que vous allez bien ?» demanda-t-il à voix basse. « Oui, » répondit-elle. Et d'une façon inexplicable à cet instant précis, c'était vrai. Il acquiesça légèrement, puis se tourna vers les invités. Une annonce était prévue ce soir. Il marqua une pause. Cette annonce a changé, car certaines choses ne peuvent être proclamées tant qu'une dette demeure impayée. Et cette maison porte une dette dont j'ignorais jusqu'à récemment l'existence, mais que je ne peux désormais plus ignorer. Personne ne comprit entièrement la portée de ces mots, mais son ton était assez grave pour que nul ne pose de questions. C'est là que tout retour en arrière devint impossible, même si le plus difficile restait à venir. Plusieurs heures plus tard, lorsque le tumulte du salon s'était éteint et que les invités commençaient à se disperser, Éléonore retourna à la bibliothèque. Personne ne le lui avait ordonné. Elle y alla parce que tout avait commencé dans cette pièce, et que dans les moments de confusion, les lieux familiers aident parfois à remettre de l'ordre dans les pensées. Elle parcourait machinalement les dos des livres lorsqu'elle aperçut une enveloppe tombée derrière l'étagère du fond à demi dissimulée par l'ombre. Le cachet était brisé et le papier jauni,
comme s'il attendait depuis longtemps d'être découvert. Éléonore le ramassa avec précaution. Le sceau appartenait à la famille de Montfaucon dans sa forme ancienne, avant la dernière modification des armoiries. Elle ouvrit l'enveloppe. 3 pages couvertes d'une écriture serrée et pressante se trouvaient à l'intérieur. Elle lut la première ligne et sentit le sol se dérober légèrement sous ses pieds. Croix-page. La lettre avait été écrite 30 ans auparavant par le père de Charles, l'ancien duc, à l'intention de son intendant. Avec une clarté ne laissant aucune place à l'interprétation, il y décrivait la manœuvre utilisée pour s'approprier les terres de la famille Valmont, acte modifié, prêt jamais consenti d'être artificiellement créé, afin de dépouiller Étienne de Valmont de ses propriétés et de lui ôter toute possibilité de prouver la fraude. La ruine de son père se trouvait là, sur 3 pages portant date, noms, sommes et signatures. À cet instant, ce qui n'avait été qu'une douleur obscure devint une vérité incontestable. Éléonore ne pleura pas. Elle ressentit quelque chose de plus profond que les larmes, le calme étrange et douloureux de celle qui comprend enfin le mécanisme ayant détruit sa famille. Elle tenait encore la lettre lorsque des pas retentirent à l'entrée. Charles entra, s'arrêta en la voyant, puis remarqua le document. Quelque chose passa sur son visage qu'Éléonore n'oublia jamais. Ce n'était pas la surprise, mais la reconnaissance. Le visage d'un homme qui redoutait précisément cette découverte et qui, la voyant confirmée, éprouvait à la fois la honte et un soulagement coupable de savoir la vérité enfin sortie de l'ombre. « Éléonore » dit-il, la voix chargée de tout ce qui n'avait pas encore été formulé. Elle leva les yeux vers lui. Le papier tremblait légèrement entre ses doigts. Aucun des deux ne parla durant un moment que les horloges n'auraient pas su mesurer. Pourtant, la vérité ne resterait pas immobile à l'intérieur de cette demeure. Au cœur de la nuit, lorsque le silence semblait absolu, Éléonore entendit soudain le roulement de roues sur les pavés de la cour animée d'une hâte inhabituelle. Elle regarda par la fenêtre. La voiture de la duchesse était préparée dans une urgence silencieuse et parfaitement organisée. Quelqu'un avait prévu cette fuite à l'avance. Berthe se tenait sur le seuil de la chambre, avec l'expression de celle qui exécute un ordre et a choisi de ne pas trop réfléchir à ce qu'il signifie. « Madame la duchesse ordonne que vous partiez cette nuit. Un couvent dans un département du Nord a accepté de... »« Non, » dit Éléonore. Berthe cligna des yeux. « Ce n'est pas une proposition. Je le sais, » répondit Éléonore en se levant. « Mon refus non plus. » Pourtant, elle monta dans la voiture sans résistance physique, car lutter contre plusieurs domestiques n'aurait servi à rien. Le véhicule roula près d'1 heure sur une route gelée. Éléonore observait le cocher et construisait peu à peu son argument avec ce calme méthodique que la peur donne parfois aux personnes ayant appris à survivre. Le cocher s'appelait Eugène Martin. Il avait 50 ans, 3 enfants et servait le château depuis 12 années. Elle le savait parce que Baptiste l'avait mentionné un jour au détour de l'une de ces conversations apparemment insignifiantes dans lesquelles le vieux valet avait l'habitude de semer des renseignements utiles. « Eugène » appela-t-elle en frappant doucement contre la paroi de bois. Le cocher ne répondit pas immédiatement, mais il n'accéléra pas. « Eugène, je sais que vous êtes un homme honnête. Et un homme honnête mérite de comprendre entièrement ce qu'il est en train de faire avant de l'accomplir. » Le silence demeura. Les roues continuaient de grincer. « L'ordre que vous exécutez cette nuit ne vient pas du duc. Il a été donné derrière son dos pendant qu'il dormait par quelqu'un qui a peur de la vérité. Monsieur le duc ignore que l'on m'emmène. Quand il le découvrira, et il le découvrira, la question qu'il se posera à propos de chaque personne impliquée sera simple. A-t-elle agi par obéissance aveugle ou selon sa conscience ? La voiture ralentit. Elle ne s'arrêta pas encore, mais ralentit sensiblement. « Je ne vous demande pas de me défendre, » poursuivit Éléonore. « Je vous demande seulement d'arrêter les chevaux un instant et de décider si c'est réellement l'ordre que vous souhaitez avoir accompli lorsque l'on vous interrogera. » La voiture s'immobilisa. Eugène descendit lentement comme un homme prenant une décision à chaque marche. Il ouvrit la portière et la regarda avec l'expression de quelqu'un qui n'avait pas de patience pour les demi-vérités. « Où mademoiselle souhaite-t-elle aller ? Retourner au château ?» Il acquiesça une seule fois, referma la portière et fit tourner l'attelage. Lorsqu'ils revinrent, Clerval dormait
comme si rien ne s'était produit, ignorant ce qui était sur le point d'éclater entre ces murs. Toutes les fenêtres étaient obscures, à l'exception d'une lumière dans le cabinet de travail de l'aile occidentale, celle que Charles allumait lorsqu'il ne parvenait pas à dormir. Éléonore entra seule et parcourut les couloirs, la lettre serrée contre sa poitrine. Dans l'obscurité, le château semblait différent, plus honnête, dépouillé de ses rideaux, de ses cérémonies et de son théâtre. Elle s'arrêta devant le cabinet et frappa 3 coups brefs. « Entrez !» Charles se tenait près du bureau entièrement vêtu, avec les yeux d'un homme qui n'avait pas fermé les paupières depuis des heures. En la voyant, quelque chose se brisa, puis se recomposa presque aussitôt sur son visage, ce mouvement rapide du soulagement que l'on tente de dissimuler sans y parvenir. « Baptiste m'a réveillé, il y a 1 heure, dit-il d'une voix légèrement rauque. J'allais partir à votre recherche. Ce ne sera pas nécessaire. » Pendant 1 seconde, aucun ne parla. L'atmosphère du cabinet avait changé, et tous deux le sentaient sans encore oser le nommer. « Est-ce que vous allez bien ?»« Oui. » Elle sortit la lettre. « Mais vous devez lire ceci cette nuit avant demain. » Charles lut les 3 pages debout près de la bougie, avec cette attention concentrée qu'il accordait à tout. Éléonore l'observa et vit exactement ce qu'elle redoutait, non la surprise, mais la confirmation suivie d'une douleur plus difficile. La honte nette des hommes justes qui découvrent porter le bénéfice d'une injustice qu'ils n'ont pas commise. « Mon père ?» commença-t-il, sans parvenir à achever sa phrase. « Oui, les terres de votre famille. Les terres de mon père. » « Oui. » Charles déposa la lettre sur le bureau avec un soin qui était aussi une forme de respect. « Éléonore, ce que ma famille vous a fait ne pourra jamais être réparé entièrement, mais tout ce qui peut vous être rendu le sera. Les terres, le nom, les revenus qui peuvent être établis, tout ce qu'il sera possible de restituer. » Elle le regarda avec cette sérénité qui était sa manière personnelle d'être courageuse. « Je ne suis pas revenue pour les terres. Je le sais. » Un silence bref, honnête. « Alors pourquoi êtes-vous revenu ?» demanda-t-il. « Parce que fuir aurait été une erreur, et parce que certaines choses méritent d'être affrontées de face. » Charles la regarda longuement, avec la même attention que dans la bibliothèque lors de leur première rencontre. « Demain matin, une messe sera célébrée dans la chapelle. Les invités qui n'auront pas encore quitté le domaine seront présents. Ma mère également. » Il marqua une pause. « Serez-vous là ? J'y serai. » Cette nuit-là, l'inquiétude qui habitait déjà Éléonore prit une autre forme, car il y avait dans la manière dont Charles avait prononcé ces mots quelque chose qui ne ressemblait pas à une simple invitation. Le lendemain matin, la chapelle de pierre du château de Clerval était froide et silencieuse lorsque Éléonore y entra. La messe avait commencé. La duchesse occupait le banc d'honneur, le dos droit, le chapelet, entre les mains et le visage fermé de quelqu'un qui avait décidé que les événements de la veille n'avaient jamais existé. Éléonore avança dans l'allée centrale sans presser le pas. Toutes les têtes se tournèrent. La duchesse releva les yeux et quelque chose traversa brièvement son visage, trop rapide pour être nommé avant qu'elle ne retrouve son masque habituel. Éléonore atteignit le premier rang, s'arrêta et sortit la lettre. « Je vous prie de pardonner cette interruption, » dit-elle d'une voix claire qui parvint jusqu'au dernier banc. « Mais cette famille conserve depuis 30 ans une vérité qui ne peut plus rester enfouie. » La duchesse se leva. « Ceci est une chapelle. »« Ce n'est pas le lieu. »« C'est exactement le lieu, » répondit une voix depuis l'entrée. Charles entra et marcha jusqu'à Éléonore. Il se plaça à ses côtés, avec une simplicité qui constituait la déclaration la plus nette de toute sa vie. « Voilà où je me tiens, voilà auprès de qui j'ai choisi de demeurer. » La duchesse les regarda, et pour la première fois depuis qu'Éléonore la connaissait, la vieille dame parut petite. Charles parla avec calme et précision. Il expliqua la lettre, la dette inventée, le prêt qui n'avait jamais existé, les actes modifiés et la ruine d'Étienne de Valmont. Lorsque son récit prit fin, le silence de la chapelle fut celui qui suit les vérités trop grandes, non pas un vide, mais un espace rempli au-delà de toute mesure. « J'exige que vous demandiez pardon à Éléonore de Valmont ici devant toutes les personnes qui nous entendent, » dit Charles en regardant sa mère. « Si vous refusez, je remettrai cette lettre à la justice royale et au Conseil d'État dès cette semaine. Les actes de propriété seront contestés publiquement
et le nom de notre maison le sera avec eux. » La duchesse ne répondit pas tout de suite. Elle regarda son fils, puis Éléonore, puis les nobles et les domestiques, qui l'observaient avec l'attention inconfortable de ceux qui savent assister à une scène qu'ils raconteront encore des années plus tard. Quelque chose en elle, cet orgueil porté comme une armure pendant des décennies, se plia. Il ne se brisa pas entièrement, mais céda suffisamment. « Mademoiselle de Valmont, dit-elle d'une voix qui lui coûta davantage que toutes les précédentes, ce qui a été fait à votre famille était une injustice. Je le regrette. » Ce n'était pas tout ce qui méritait d'être prononcé. Pourtant c'était vrai. Et la vérité même tardive et insuffisante possède un poids que les mensonges les plus élégants n'atteignent jamais. Lorsque les événements commencèrent enfin à se déposer, le château sembla respirer différemment. 3 jours plus tard, la duchesse partit pour une propriété familiale située sur la côte normande. Il n'y eut ni éclat ni larmes visibles, seulement une voiture soigneusement chargée un matin gris et une femme descendant les marches de Clerval avec le dos aussi droit que toujours. Certaines personnes conservent la forme jusqu'au dernier instant même lorsque le fond a changé. Quand la voiture disparut au bout de l'allée, Charles resta un moment à regarder les grilles. Puis il se retourna. Éléonore se tenait sous le porche, la broche d'argent qui lui avait rendu épinglée sur sa robe. Ses yeux, qui avaient appris à voir ce que les autres ne remarquaient pas, étaient posés sur lui. « Comment allez-vous » demanda-t-elle. C'était la première fois qu'elle lui adressait cette question, et il le remarqua. « Mieux, » répondit-il, avec une honnêteté simple. Pour la première fois depuis longtemps, mieux. Quelques semaines plus tard, tandis que le froid du Nord commençait à céder, ils se marièrent dans la même chapelle de pierre. Les vitraux laissaient entrer la lumière de l'après-midi en bandes dorées sur les bancs de bois sombres. Il n'y eut pas de cérémonie fastueuse. Baptiste était présent et pleura avec la discrétion professionnelle d'un homme ayant passé des décennies à perfectionner l'art d'éprouver des émotions sans les montrer. Ce jour-là, il échoua complètement. Sur l'autel avaient été disposées des fleurs du jardin d'hiver, notamment les orchidées que Charles avait sauvées d'un excès d'eau. Éléonore portait la broche d'argent sur sa robe. Elle brillait de cette lumière calme et honnête propre aux choses qui ont longtemps attendu avant d'arriver à l'endroit où elle devait se trouver. Pour la première fois, personne ne regarda la jeune femme comme une personne déplacée. On la regarda telle qu'elle avait toujours été, une femme d'honneur enfin reconnue dans le lieu qui lui appartenait. Les premiers jours de leur mariage, ils les passèrent à parcourir ensemble les couloirs de pierre qu'Éléonore avait autrefois traversés comme dame de compagnie et qu'elle parcourait désormais comme maîtresse de maison. Elle ne le faisait pas avec l'orgueil de celle qui conquiert, mais avec la paix de celle qui arrive. Ils traversaient le jardin d'hiver où les orchidées avaient entièrement fleuri, puis le chemin extérieur qui longeait les champs. Le froid du nord sur les joues et l'allure tranquille de ceux qui ne sont plus pressés, parce qu'ils ont cessé de fuir. Charles rendit les terres de son père à Éléonore par un acte légal signé devant notaire. Il n'y eut ni cérémonie, ni discours. Il le fit avec la gravité d'un homme qui acquitte une dette sans réclamer d'applaudissements. Éléonore reçut les documents avec la même gravité. Après avoir apposé sa signature, elle leva les yeux vers lui et prononça une phrase qu'il conserva longtemps, comme on conserve les paroles simples qui se révèlent être les plus importantes. Mon père aurait dit qu'on reconnaît un homme à ce qu'il accomplit lorsqu'il n'est plus obligé de rien accomplir. Charles ne répondit pas par des mots. Il prit lentement sa main avec la même délicatesse qu'il avait mise à sauver l'orchidée malade, puis ils poursuivirent leur marche sur le sentier de pierre sous le ciel clair du nord. Devant tous les invités, le duc n'avait pas hésité. Ainsi, Charles et Éléonore s'unirent dans la petite chapelle où la vérité avait enfin été prononcée. Les terres de son père retrouvèrent son nom. La broche d'argent retrouva sa place. Et celle qui était arrivée au château avec une petite malle et la dignité pour unique patrimoine retrouva ce qu'elle n'avait jamais entièrement perdu, un endroit au monde qui lui appartenait et quelqu'un qui savait qu'elle y avait sa place. Si cette histoire vous a rappelé qu'il existe des personnes qui entrent dans notre vie pour nous rendre ce que le monde croyait nous avoir enlevé à jamais, j'en suis profondément heureux. Vous pouvez, si le cœur vous en dit, me l'écrire sous le commentaire épinglé. Vous lire me permettra de savoir que ce récit est parvenu jusqu'à vous. Sur l'écran de fin, je vous ai laissé une vidéo choisie spécialement pour vous, ainsi qu'une liste de lectures réunissant d'autres histoires qui, je l'espère,
toucheront elles aussi votre cœur. Merci infiniment de faire partie de cette communauté. Je vous embrasse avec affection.